On va parler de la loi de programmation militaire, évidemment, avec vous, messieurs. D'abord, on le disait, Marion, les sénateurs ont entamé hier l'examen de cette loi de programmation militaire. Alors, quels ont été les temps forts de ces premières heures de séance que vous avez suivies? Alors, un an que ce texte était en préparation et comme évoqué en introduction par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, il répond à un constat. Les menaces qui pèsent sur la France n'ont jamais été aussi diverses, protéiformes que depuis la fin de la guerre froide. Terrorisme, militarisation de l'espace, des fonds marins, du cyber, mais aussi et surtout l'agression russe en Ukraine qui a rebattu les cartes en Europe et dans le monde. Et c'est donc pour cette raison qu'une nouvelle loi de programmation militaire était nécessaire. Et je vous propose d'écouter à ce sujet justement le ministre des Armées hier. Cette loi de programmation militaire doit permettre non seulement de poursuivre une réparation d'un outil de défense, hélas abîmé dans le passé, par des politiques parfois court-termistes et une forme de déni, il faut le reconnaître, sur la réalité du monde, mais aussi de transformer nos forces sur des fonctions militaires concrètes avec des objectifs opérationnels précis. Et cette transformation, elle passe donc par une hausse du budget de la défense de 40% par rapport à la période actuelle pour atteindre sur les 7 années de ce programme, d'ici à 2030, un montant de 413,3 milliards d'euros. Et sur les nouveaux objectifs en matière de défense, Marion, il y a consensus entre gouvernement et majorité sénatoriale. Alors oui, il y a consensus sur les enjeux, mais moins sur la méthodologie et le calendrier. Les sénateurs estiment que le gouvernement reporte à l'après 2027 l'essentiel des dépenses. Pour Christian Cambon, qui est le rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Il faut au contraire passer la vitesse supérieure, faire en sorte que les crédits qui sont prévus soient mobilisés dès l'année prochaine pour financer l'activité des forces, leur entraînement, mais aussi les stocks et l'entretien du matériel. Alors ça, c'est pour la droite. Un autre son de cloche, évidemment, du côté de la gauche, côté notamment communiste. Pierre Laurent a défendu une motion de rejet du texte. Oui, motion qui n'a pas été retenue. Le groupe communiste qui dénonce dans cette loi de programmation un surarmement qui nourrit la guerre. Et je vous propose de l'écouter. On nous dit que la paix n'est plus une option, qu'il faut prendre place dans la grande dérive militariste mondiale. C'est oublier toutes les leçons du XXe siècle. La militarisation et le surarmement, singulièrement en Europe, ont toujours préparé la guerre et bien pire encore, jamais la paix. Cédric Perrin, qu'est-ce que vous répondez à cette intervention de Pierre Laurent? Écoutez, dans l'absolu, on peut considérer qu'il n'y a pas tort. La difficulté, c'est qu'on est dans un monde multipolaire, dans un monde de plus en plus compliqué, et où il est courant de dire que tout de même que si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Et qu'à un moment donné, pour pouvoir exister, pour pouvoir peser, pour pouvoir dissuader un potentiel adversaire, il faut pouvoir lui expliquer que si toutefois il devait avoir la malencontreuse envie de nous attaquer, eh bien il en subirait les conséquences. Le monde des bisounours, il existe, mais juste à la télévision, malheureusement. Est-ce que ce texte, il répond aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur la France? Puisque Marion le rappelait, c'est l'enjeu de ce texte rappelé par Sébastien Lecornu. Un des grands reproches que nous faisons à ce texte, c'est essentiellement de ne pas définir très clairement la stratégie vers laquelle veut nous emmener le ministre des Armées. La dernière revue nationale stratégique qui a été définie l'année dernière par le président de la République ne dit rien sur la stratégie qu'on veut mettre en œuvre, en dehors de la seule nouvelle chose, c'est l'influence. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup d'influence et de la nécessité de lutter contre cette influence, contre ce que nous visualisons les uns et les autres dans ce monde qui de plus en plus est soumis à des fake news, à une lutte informationnelle, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est abordé dans la revue nationale stratégique, mais rien d'autre. Et donc les reproches que nous faisons aujourd'hui au gouvernement, c'est celui-là, c'est celui de ne pas nous expliquer vers quoi il veut aller, quel est le but de cette loi de programmation. Et autre sujet, et vous êtes tombé exactement dans le panneau, c'est celui de considérer il y a 413 milliards d'euros dans cette loi de programmation militaire. Nous avons expliqué nous n'avions pas la même conception. Marsan, le 20 janvier dernier, le budget des armées, puisqu'il a expliqué qu'il y avait 400 milliards d'euros, plus 13,3 milliards d'euros. Pourquoi ne pas, dès le départ, expliquer qu'il y a 413 milliards d'euros? Tout simplement parce que les 13,3 milliards d'euros qui viennent en plus des 400 milliards sont des crédits qui sont des crédits extra-budgétaires et qui, pour l'essentiel d'entre eux, pour 7,4 milliards d'euros, ne sont pas renseignés, n'existent pas. Et donc, ce qu'a voulu faire le Sénat avec cet article 3 hier, c'est sacraliser ces 13,3 milliards d'euros pour qu'on soit certain qu'à l'issue de la loi de programmation militaire, eh bien, ils soient mis à disposition de nos armées
en plus des 400 milliards. Et le gouvernement a tellement communiqué sur ce sujet depuis janvier en expliquant que ce sera 413 et pas 400, qu'il s'est emmêlé les pinceaux dans son propre tapis. Et aujourd'hui, on se retrouve à le mettre au devant de ces contradictions. On va laisser répondre le général Trinquant là-dessus, sur cette question du budget. Écoutez, le budget, les problèmes de finances, c'est un sujet qui intéresse en fait l'ensemble des finances publiques. Donc 400, 413, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, qui n'est pas mon débat, moi, de militaire. Non, mais est-ce que pour vous, c'est un budget, alors 400 ou 413, est-ce que c'est un budget qui est à la hauteur pour redonner des moyens à l'armée ? Alors, il est à la hauteur, si vous le comprenez complètement, en prenant les 2 lois de programmation, doublement du budget. On ne peut pas dire que c'est n'importe quoi. Qui se chevauchent d'ailleurs, c'est aussi ça fait écho, si vous voulez, à, j'allais dire, presque la désespérance des armées dans les années précédentes, où c'était un démontage systématique. Et moi, je rends grâce aux chefs d'état-major, aux militaires que j'ai contactés, que j'ai connus et sous lesquels j'ai servi, qui pendant toutes ces années ont essayé de sauvegarder ce qui pouvait être sauvegardé. C'est pour ça qu'on a eu une armée échantillonnaire. Et c'est pour ça qu'on a une capacité de remonter en puissance. Alors, est-ce qu'il y en a assez ? Est-ce que je laisse vraiment les élus discuter sur ce sujet de finances ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette loi de programmation a 3 aspects extrêmement intéressants. D'abord, la dissuasion et ce qui protège la France. Il faut le rappeler. C'est le premier point. Deuxièmement, la France n'est pas l'Ukraine. C'est-à-dire que la France a son rôle à jouer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, mais elle n'est pas l'Ukraine. Permettez à quelqu'un qui vient des Nations Unies de rappeler que la France est globale et que quant aux Nations Unies, là, on parle d'un dossier quel qu'il soit, la France est toujours présente. Et le troisième sujet important, ce sont les nouveaux outils dont il faut se doter. Je veux parler de l'espace, du cyber, des drones, qui sont des choses qui sont arrivées depuis peu finalement sur le théâtre et dont la France était relativement mal équipée et dont elle doit s'équiper. Et ce texte donne des moyens pour s'équiper justement dans ce domaine. Exactement. Le dernier sujet que vous traiterez après, je l'ai vu, très intéressant, le problème du recrutement. Oui, on va en parler. Parce que c'est très bien de dire qu'il faut 2 divisions de plus, mais si vous n'arrivez pas à recruter les soldats pour les mettre dedans, ça pose un problème. On va en parler du recrutement. Non, je veux rebondir sur ce que... J'ai pas eu le temps peut-être de développer complètement ce que je voulais mettre en avant, mais loin de moi l'idée de dire que le budget n'est pas important. Il est important, il est à 400 milliards d'euros, il augmente de 40%. Donc évidemment qu'il est important, peut-être en comparaison avec d'autres budgets au niveau national. Mais je rappelle qu'à l'issue de la loi de programmation militaire, il sera de 69 milliards d'euros par an en 2030, et que le montant du remboursement de la dette de la France, c'est 60 milliards. Donc il faut aussi comparer ce qui est comparable. Et tout le défi en fait de cette loi de programmation militaire et tout le défi du ministre des Armées, c'est de nous expliquer qu'avec une augmentation du budget des armées de 40%, on diminue les cibles capacitaires de 30%. C'est-à-dire on va diminuer de 28% les Griffons, les Jaguars, les Serval, les FDI, les frégates, etc. Donc il est difficile effectivement d'arriver à faire admettre que ce budget est suffisant pour arriver à l'objectif que nous avions fixé en 2018. Puisque les cibles que nous devions atteindre en 2025 ne seront atteintes qu'en 2035. Et donc, le défi aujourd'hui du Sénat, c'est de dire, effectivement, on veut accélérer le financement pour que chaque année, il y ait davantage d'argent que ce qu'aujourd'hui le ministre nous propose. Il propose 3 milliards d'augmentation annuelle, nous proposons 3,6 pour éviter qu'en 2027, nous n'ayons cette bosse budgétaire, cette augmentation considérable du budget qui fera que le prochain président de la République aura pour première, mission, d'augmenter le budget des armées de 1,3 milliard d'euros au lendemain de son élection. Donc nous essayons de lisser les choses dans le temps pour que, compte tenu de l'inflation également, nous ayons plus de capacité d'acquérir du matériel aujourd'hui parce que 1 euro de 2023 ne vaudra évidemment pas 1 euro de 2030 et on pense que et c'est évidemment important, ces questions financières, Cédric Perrin, mais est-ce que ce budget, il permet à l'armée d'avoir les moyens de fonctionner ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée a les moyens matériels, a les moyens humains nécessaires? La question des moyens humains est différente et je me souviens d'une visite que j'ai faite dans les forces océaniques stratégiques il y a très peu de temps où on me disait c'est bien d'augmenter la capacité en matériel. N'oubliez pas que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes. Et que l'effectif, il est évidemment capital. Aujourd'hui, il faut être très clair sur le fait qu'en 2030, les effectifs de l'armée n'auront pas augmenté par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. On sera à 275 000, on aura augmenté de l'ordre de 4 000. La difficulté pour les armées aujourd'hui, c'est de recruter. Cette année, l'objectif était à 1 500, on a pu recruter 700. Donc,
il faut bien comprendre que la situation dans laquelle est notre pays, où les gens n'ont plus très envie de travailler, se traduit également dans l'armée, où on a des difficultés, comme dans le reste de la société, à recruter pour des raisons X et Y, peut-être aussi le fait de la guerre en Ukraine, et qu'on se rende compte qu'effectivement, aujourd'hui, le métier de militaire est peut-être plus celui qu'on faisait il y a 15 ou 20 ans. Donc, je donne quelques exemples, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres, et ça, c'est un véritable sujet sur lequel il faut travailler, également la fidélisation, capacité à conserver les militaires une fois leur contrat terminé. Et on va en parler, Général Trinquant, avant de vous entendre évidemment sur ce sujet du recrutement et de la fidélisation. On va regarder notre reportage, puisque ce texte vise, on le disait, à rendre l'armée plus attractive. Comment attirer, comment garder les gens qui s'engagent, c'est l'une des difficultés à laquelle est confrontée l'armée aujourd'hui. Jonathan Dupriez nous emmène voir comment justement l'armée tente de recruter. Lycée Voilhomme à Aulnay-sous-Bois. Le temps d'une matinée, la Marine nationale fait escale ici pour présenter ses activités. Certains d'entre vous sont intéressés par le fait de rentrer dans la marine. Il faudra fatalement passer par nous. Pour capter l'attention des lycéens, les tuteurs mettent en avant leur expérience opérationnelle et vantent le meilleur atout de la marine pour se vendre, les missions sur toutes les mers du globe. Donc moi, j'ai agi plutôt sur les NARCOPS en Amérique du Sud et sur des missions humanitaires. Du voyage, mais aussi des perspectives de carrière, de formation et des salaires attrayants. Après 2 heures de présentation, certains s'y voient déjà. Je trouvais ça intéressant, nous expliquer plusieurs types de formations, ce qu'on pouvait faire après le lycée. Je me verrais bien faire ça, remonter dans les bateaux, explorer le monde et tout. La marine souffre pourtant d'un déficit de notoriété. L'institution redouble donc d'efforts pour se faire connaître, loin des zones côtières. La majorité des jeunes n'a pas idée et conscience que c'est l'armée. Et surtout, une fois qu'ils ont pris conscience de ça, n'a pas conscience qu'on peut proposer plein de choses différentes. Comme on l'a dit pendant l'intervention, 80 spécialités différentes, donc 80 métiers à part entière. Sur 40 000 militaires au total, la Marine nationale compte sur un renouvellement de 10% de ses effectifs chaque année. Pour 2023, 4 300 postes sont à pourvoir et ces besoins sont amenés à croître avec la nouvelle loi de programmation militaire. Toutes ces capacités, elles ne peuvent avoir un réel intérêt que si on est capable de les armer avec des jeunes qui sont formés, qualifiés et prêts à rejoindre la marine. Si l'armée tente de recruter massivement, c'est aussi pour pallier l'évaporation croissante d'une part de ses troupes. Entre déficit de reconnaissance et concurrence avec le privé, l'armée a constaté plus 6% de départ entre 2019 et 2022. Alain a quitté l'institution après 12 ans en tant qu'officier dans la cybersécurité. Un militaire au métier très recherché, mais dont l'avancement restait conditionné à la hiérarchie militaire en dépit de ses compétences. Donc le poste était très bien. Le problème, c'était le galon. Dans des arbitrages, dans des échanges, in fine, c'est le galon qui revient. Il n'y a pas de carrière liée à des expertises. C'est une carrière d'officier. Et donc... 27 ans de service. Sinon, comptez 2 à 3 ans de procédure au tribunal administratif. Le parcours est dissuasif. Quand bien même les recours sont légitimes, quand bien même la plupart des recours au tribunal administratif seraient gagnés, le but du jeu est de mettre un obstacle pour épauler les personnels en litige avec l'armée, avec dans les dossiers des profils récurrents. Il y a pour moi des thématiques, soit elles sont d'ordre professionnel, c'est-à-dire que le parcours devient heurté, l'évolution de carrière est à l'arrêt, avec aussi beaucoup de revendications, on va dire, d'ordre personnel, puisqu'on sait très bien qu'en dehors des militaires du rang, les sous-officiers, les officiers sont soumis à beaucoup de mutations, beaucoup de changements professionnels, sans parfois avoir un dialogue avec leur hiérarchie, ce qui aussi crée beaucoup de difficultés. En France, l'armée de terre est la plus touchée par ce phénomène d'évaporation des troupes. En 2022, le taux de résiliation des contrats avant la fin de la formation a atteint 32%, soit près d'un engagé sur 3. C'est difficile d'attirer aujourd'hui dans l'armée. Jonathan le disait, il y a un déficit d'image, notamment, de notoriété. Le premier point, c'est que c'est une tendance générale de tous les pays occidentaux. La tendance de la jeunesse, et pas forcément, et je ne mets pas tout le monde dans le même sac, d'aller vers l'effort. Et il est certain que quand vous êtes militaire, il y a un certain nombre de contraintes. Donc le premier point, c'est d'attirer, de faire rêver. Le deuxième point, c'est de maintenir. Effectivement, il faut rentabiliser. Quelqu'un qui passe 3 ans, l'investissement n'est pas vraiment rentable. Donc il faut passer plus de temps. Donc cette tendance est récente pour les armées françaises. Jusqu'à il y a 2 ans, on disait on recrute bien. Depuis peu de temps,
j'ai écouté le chef d'état-major de l'armée de terre, puisqu'on parlait de l'armée de terre, disait, écoutez, là, on commence à avoir des difficultés. Pourquoi, depuis 2 ans? À cause de ce que j'expliquais, c'est-à-dire, il faut d'abord faire rêver pour attirer, et ensuite maintenir. Alors, il y a un sujet qui revient tout le temps sur la table, c'est l'affaire de Sentinelle. Et je sais qu'au Sénat, on va en parler. Oui. Sentinelle est quelque chose qui était nécessaire à un moment donné, qu'on continue à voir nécessaire parce que les armées sont dans la nation, certes, mais les tours de Sentinelle, ça ne fait pas franchement rêver. Et donc là, il y a quelque chose probablement à voir. Alors, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, on va le voir. C'est les militaires chargés d'assurer la surveillance. Oui, voilà, exactement. Mais je pense qu'il y a quelque chose à voir. Et dans le nouveau dispositif, on parle beaucoup de l'outre-mer. Et je vois que le chef d'état-major de l'armée de terre, par exemple, a fait le tour de l'outre-mer. L'outre-mer, ça fait rêver. Un jeune Parisien à qui on va dire vous allez aller en Guyane, vous allez aller à La Réunion, vous allez aller en Nouvelle-Calédonie, ça fait rêver. Donc il faut faire rêver, deuxième point. Il faut les maintenir en position. Et là, moi, je l'ai vécu de près, puisque j'ai dissous un régiment il y a longtemps, certes, mais je l'ai dissous. Et je peux vous dire que la direction des ressources humaines est très, très attentive. Et il y a vraiment l'armée doit aussi s'adapter aux desiderata des jeunes d'aujourd'hui. Et pas seulement faire comme un amiral américain qui s'occupe des DRH disait, le matin, on doit commencer par faire son lit. Et ben ça, c'est quelque chose, des règles simples comme ça, mais en rentrant dans l'armée, petit à petit, on les apprend. Et c'est très utile, à mon avis, pour la suite, pour la réserve, bien sûr, parce qu'on va doubler la réserve, donc c'est important. Il faut avoir des gens qui, quittant l'armée, se disent je veux être réserviste, mais aussi des jeunes qui se disent l'armée, c'est pas tout. Dans 15 ans, je ferai autre chose, mais j'aurai un beau bagage pour donner du matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je dis par rapport au fait qu'on diminue de 30% la terme capacité d'utiliser des matériels particuliers, etc. Et je pense que ça participe aussi au manque d'attractivité. Et puis, moi, si j'ai un message à passer aux jeunes qui pourraient nous écouter, c'est que dans l'armée, et ça a été très bien dit dans le reportage, dans l'armée, il y a une multitude de métiers. Et des métiers qui sont... on n'est pas qu'avec un fusil à défiler, effectivement, dans les rues de quelques communes pour faire, en gros, les vitrines des magasins et attendre de voir ce qui va se passer. C'est Sentinelle. C'est pas ça, le métier de militaire. Le métier de militaire, c'est une multitude de métiers qui sont de la filière technique à la filière pratique, si je puis dire. Enfin, donc, il y a plein de choses que les gens peuvent faire. Et derrière, vous avez une employabilité, si je puis dire, dans le site privé, quand vous aurez fait quelques contrats, et le plus possible, je l'espère, qui est très importante. Donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à réexpliquer davantage à nos jeunes quels sont les métiers qu'on font des passages assez limité, mais c'est aussi une capacité de rendre son profil plus tard, et c'est aussi un service qu'on rend à son pays. Donc il y a le salaire, mais il y a aussi la compétence qu'on acquiert, il y a toute la technicité qu'on acquiert dans ces métiers militaires. Vous allez visiter le porte-avions Charles de Gaulle, tous ceux qui travaillent dans la filière nucléaire, par exemple, sont des gens qui sont hyper courus dans le civil. Voilà, donc il faut expliquer à nos jeunes que ce sont des métiers importants et surtout des métiers qui sont des métiers d'avenir. Est-ce qu'il faut aussi attirer les filles, parce que là, il n'y a pas beaucoup de filles quand même dans le reportage. C'est aussi un enjeu. Non, mais bien sûr, mais... c'est un métier qui a une image encore très masculine. Pas tant que ça. Vous savez, c'est 20% à peu près aujourd'hui les femmes dans l'armée. Donc je crois que là, ça a beaucoup évolué. La jeunesse a beaucoup évolué là-dessus. Je voulais simplement souligner, tiens, très bien, on voit les images du 12e régiment de cuirassiers qui est près d'Olivet, que j'irai voir dans 10 jours. Il y a aussi ces matériels, donc avoir les matériels, mais pouvoir s'entraîner. Vous comprenez bien qu'un équipage de char, s'il voit son char tous les 3 mois, ça va forcément lui poser un problème de morale. Donc, il y a toutes ces capacités, et il faut que les jeunes sachent que servir leur pays pendant un temps, ils vont pas y passer toute leur vie, mais pendant un temps utile, c'est extrêmement important, et il faut être prêt en permanence, donc s'entraîner, et se préparer, comme vous le disiez, monsieur le sénateur, il y a plein de métiers dans l'armée. Et quand vous êtes tireur de char, avant de rentrer dans la vie civile, où c'est pas très utile d'être tireur de char, vous allez apprendre un autre métier. Dépend. Et ça, les armées savent le faire. Non, un exemple, moi je suis allé avec le 1er régiment d'artillerie faire des tirs de lance-roquettes unitaires en Roumanie il y a très peu de temps. Et pour la petite anecdote, j'étais avec un commandant qui était au régiment depuis 12 ans. Et ce commandant qui est venu avec nous en Roumanie, c'était la première fois. Depuis 12 ans au régiment. C'est la première fois qu'il participait à un tir de LRU à munitions réelles.
ça démontre aussi une vraie problématique. C'est-à-dire que quand des jeunes s'engagent, quand des moins jeunes s'engagent dans l'armée, c'est pour participer à des exercices, pour faire des choses qui sont des choses concrètes. Et je rejoins en salle le général Trinquant. On peut pas aujourd'hui vouloir attirer, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, voilà, comme disait ma grand-mère. Un mot, parce que vous parliez de la revue stratégique tout à l'heure, ça a été un objet de défense française. À ses yeux, cela aurait été nécessaire, notamment pour mieux définir la place que la France veut prendre militairement, mais aussi dans l'OTAN, et je vous propose de l'écouter à ce sujet. Moi, je suis, pour une grande part avec mon groupe, favorable à aller beaucoup plus loin dans l'OTAN. Et je le dis, être dans l'OTAN, ce n'est pas réduire son indépendance. Ce n'est pas réduire sa capacité à agir. Ce n'est pas réduire sa capacité à décider. Ce n'est pas mettre en partage la dissuasion nucléaire, bien au contraire. Mais quand je vois les Allemands qui, ces derniers jours, ont été pilotes pour la question de la protection sur la protection antimissile, vous voyez bien, c'est ce que devrait faire la France. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire dans un texte législatif. Général Trinquant, c'est aussi un débat, ça, la place de la France dans l'OTAN. C'est une tarte à la crème. Il se trouve que j'étais officier plan avant les années 90. Je rappelle qu'on n'était pas dans le commandement. Oui, compte tenu de ce qui se passe dans l'Est du continent, l'OTAN est évidemment en première ligne, il n'est plus en mort cérébrale. Hein. Et ceci, les gens vous disent, c'est en compétition avec l'Union européenne. J'y crois absolument pas. Je crois que se renforcer dans l'OTAN, c'est renforcer notre position en Europe et dans la défense de l'Europe. Et qu'il faut arrêter d'avoir une vision trop hexagonale en disant on va vous montrer quelque chose de différent de l'OTAN. Non, les pays européens aujourd'hui ne misent leur sécurité que sur l'OTAN, mais que se passera-t-il dans 2 ou 3 ans si l'administration américaine change et devient d'un seul coup à vous dire que l'article 5, ça veut rien dire? Eh bien, les Européens se renforceront, auront la capacité, entre Européens, de mieux se défendre. Donc je crois que vraiment la place dans l'OTAN n'est pas un sujet pour la France. Elle est un sujet au sens où qu'est-ce qu'on fait dans l'OTAN? Et la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une structure de corps d'armée qui est quelque chose qui est demandé par l'OTAN. Je pense qu'à Vilnius, on en parlera, et que la France se prépare pour l'année 2030, autant que je me souvienne, pour avoir ce niveau de compétence. Est-ce qu'on a ce niveau de compétence ? Bien sûr qu'on a un niveau de compétence important. Je crois que l'armée française, dans les différentes opérations qu'elle a pu mener ces dernières années, notamment les opérations extérieures, était, j'allais dire, admirée et enviée par l'ensemble de nos alliés, notamment américains et britanniques, pour sa capacité à faire des choses avec des moyens, j'allais dire, humains et matériels qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ont nos alliés. Donc de ce côté-là, je voudrais évidemment le dire. Et la guerre en clairement. Ukraine n'a pas mis en lumière une faiblesse matérielle de l'armée française ? Alors, évidemment, on se rend bien compte que aujourd'hui, donner du matériel à l'Ukraine, c'est très compliqué parce qu'on n'en a pas. Quand on donne quelques lance-roquettes unitaires, on sait très bien que les moyens français sont limités puisqu'on en dispose de 13 sur le papier et qu'il y en a encore moins qui sont en fonctionnement. Donc en donner 3, c'est déjà... Nous sommes un pays doté. Mais par ailleurs, ce que j'ai dit dans un rapport récent au Sénat, il ne faut pas que la dissuasion nouvelle ligne Maginot. C'est-à-dire que, évidemment, la dissuasion nucléaire est importante, c'est un atout considérable, mais ne négligeons pas l'aspect conventionnel, parce que l'aspect conventionnel est important, et nous devons justement être un allié exemplaire de l'OTAN, et pour être un allié exemplaire de l'OTAN, il faut que nous ayons en face le matériel susceptible de pouvoir être mis à disposition de potentiels alliés. Et malheureusement, on arrive à la fin de ce débat. Merci messieurs, vous restez avec nous. On va regarder ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux, tout autre sujet. S'ils sont en perte de vitesse. Autre interrogation, celle du républicain Lorrain qui, là aussi, se demande si ces soldes vont l'inflation et permettre aux Français de consommer à nouveau. Selon une étude OpinionWay publiée dans Le Télégramme ce matin, 61% des Français déclarent qu'ils seront plus attentifs à cette période des soldes cette année. Le budget moyen de dépenses envisagé étant de 182 €, ce qui est globalement identique à l'an passé. Emmanuel Macron poursuit sa visite à Marseille. Et les titres régionaux y consacrent à nouveau leur une. La Provence parle du labo marseillais pour évoquer l'école du futur envisagée par le chef de l'État qui sera
testés à Marseille dans des établissements qui donneront une place plus grande à la culture, aux langues et à l'environnement. La Marseillaise, vous l'avez dit tout à l'heure, Oriane, résume cette visite par le titre suivant, gros chèque et beau discours, quand la Dépêche du Midi décide, elle, de tester la méthode Macron en matière d'emploi. Le chef de l'État assure qu'il est facile de trouver du travail sur le vieux port de Marseille, alors chiche. Et bilan de la recherche de la journaliste qui s'est présentée incognito, 13 propositions d'emploi dans l'hôtellerie-restauration et même scénario à Toulouse, 144 à Meymac en Corrèze. En 1969, 11 soldats avaient été exhumés et cette fois, il s'agit de retrouver les 36 autres dans le but de rendre les corps aux familles allemandes. Les fouilles ont commencé hier. Ces soldats étaient membres de la Wehrmacht basée à Tulle en Corrèze et l'un des résistants témoigne dans ce journal, on n'avait pas les structures pour garder ces prisonniers. On ne pouvait pas faire autrement que les tuer. 10 secondes pour parler piscine. Oui, puisqu'il fait très chaud du côté de Lyon et les piscines manquent malheureusement à l'appel dans la métropole lyonnaise. Le Progrès fait le point sur les établissements disponibles alors que les élus viennent de lancer une étude pour peut-être demain se baigner dans le Rhône et la Saône. Voilà, ce sera à suivre. Merci Marion, merci beaucoup Général Trinquant d'avoir été avec nous. Merci Cédric Perrin. On continue bien sûr à parler de cette loi de programmation militaire demain. Pour revoir cette émission, c'est sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous à 18h, Sens Public. Thomas Hugues, on se retrouve demain.